confiscation définitive de 210 milliards d'euros d'avoirs russes. Toute action liée à la saisie de nos avoirs entraînera une riposte. La Commission européenne a fini par se forger une spécialité assez impressionnante, c'est-à-dire contourner les règles en expliquant que c'est nécessaire pour respecter les règles. Tout ça au nom d'un fameux ordre fondé sur les règles toujours. C'est une expression magique qui justifie en fait à peu près tout. Tout et n'importe quoi, peu importe ce que vous imaginez, ça justifie. Son dernier acte en date, c'est la confiscation définitive de 210 milliards d'euros d'avoirs russes, réalisée grâce à une législation d'urgence, normalement prévue pour des crises financières graves. Autrement dit, on sort l'extincteur pour casser la porte. Non, c'est pas pour éteindre le feu, ce serait trop facile. Depuis un moment déjà, les élites les plus radicalisées de l'Union européenne, Ursula von der Leyen en tête, accompagnée de figures influentes d'Europe occidentale, des pays baltes et du Nord, fixent obsessionnellement les fonds russes gelés. Comme j'ai déjà expliqué, ces dirigeants sont totalement hors sol. Ils veulent absolument régler ce problème avant Noël, comme s'il s'agissait d'un dossier à boucler avant les vacances. Le problème, c'est que c'est pas eux qui décident. Évidemment, tous les États membres ne sont pas enthousiastes. Pas du tout. On savait déjà que la Belgique bloquait le processus. Pas par amour du droit international, bien évidemment, ils font partie de la même bande, mais simplement par crainte, par peur, par terreur que ce précédent ne se retourne un jour contre la Belgique elle-même. Il faut se souvenir que par le passé, des fonds libyens gelés après l'assassinat de Kadhafi avaient fini par servir à fournir des armes aux rebelles de la République démocratique du Congo. La Hongrie et la Slovaquie, de leur côté, avaient accepté le gel initial des avoirs russes en février 2022, mais à une condition claire. Il fallait renouveler ce vote-là tous les 6 mois. Ils appellent cela un système de contrôle et d'équilibre, ou pour faire plus chic, de surveillance démocratique. Oui, un système de surveillance démocratique. Le problème, c'est que Bruxelles a soudain découvert que ce mot-là, unanimité, pourtant très utile dans la propagande officielle destinée aux citoyens, pouvait en fait devenir terriblement gênant. Car cela ne tienne, ils changent les règles en cours de partie. C'est l'habitude. La solution a été simple et rapide. Activer l'article 122, un article censé être réservé aux véritables situations d'urgence. En quelques signatures donc, on a eu le gel des fonds qui a été rendu permanent, sans débat réel. Pour être plus précis, l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, permet au Conseil d'adopter des mesures sur proposition de la Commission européenne sans passer par le Parlement européen. Réalisons calmement ce que ça implique. Désormais, un pays peut empêcher la levée du gel. Un seul. En clair, si la Hongrie et la Slovaquie refusent de coopérer, mais par exemple que l'Allemagne est d'accord, alors Berlin peut imposer cette position. Point à la ligne. Dans le pire des scénarios, le gel peut durer indéfiniment et les fonds eux-mêmes peuvent finir par être utilisés à un moment donné. La Russie a dit qu'elle ne se laissera pas faire. Toute action liée à la saisie de nos avoirs entraînera une riposte. Ceux qui auront pris cette décision, que ce soit collectivement ou à titre individuel, ainsi que ceux qui l'auront exécutée, en seront tenus pour responsables. Nous mettrons en œuvre tous les mécanismes juridiques disponibles à cet effet. À l'image de certaines figures très dures des États baltes comme Kaja Kallas, devenue aujourd'hui haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Union européenne semble engagée sur une pente très dangereuse. Ce sont ces responsables qui prennent aujourd'hui des décisions lourdes sur la guerre, la paix et désormais sur le pillage assumé de l'argent russe. Et l'opinion publique allemande dans tout ça. Selon le tabloïd Bild, près d'un Allemand sur 2 souhaite que les milliards russes servent à aider l'Ukraine à se reconstruire ou plus exactement à acheter des armes. C'est ce que révèle un sondage INSA réalisé exclusivement pour Bild. Sur plus de 200 milliards d'euros bloqués dans l'Union européenne, 47% des Allemands veulent que cet argent soit utilisé pour l'Ukraine, tandis que 34% s'y opposent fermement. Le reste, comme souvent, hésite ou alors regarde ailleurs ou n'est même pas au courant de ce qui se passe. Sur la chaîne publique allemande, où les citoyens viennent chaque jour s'injecter, recevoir leur dose de ration d'informations bien cadrées des experts autoproclamés, ils expliquent sans soucier à leurs téléspectateurs que l'argent est parti, c'est le message envoyé à Moscou. C'est ce qu'ont affirmé leurs spécialistes en sécurité, qui sont à peu près connus du grand public à propos des avoirs russes gelés. Et ils ont rajouté d'ailleurs très sérieusement qu'il est important de montrer que nous sommes capables d'agir. Ils gonflent les muscles. Traduction simple, peu importe le droit, l'essentiel est de donner l'impression qu'ils sont forts. Mais soyons très clairs. Un gel permanent, ça n'existe pas. Confisquer définitivement les biens de quelqu'un, ça a un nom, c'est le vol.
Le premier ministre belge, dans une interview récente sur la télévision publique, la VRT, l'a d'ailleurs rappelé sans détour. Le FMI met en garde contre cette mesure. La BCE met en garde contre cette mesure. Le Japon ne veut pas. La Hongrie et la Slovaquie s'y opposent. Désormais, la République tchèque également s'y oppose. Et bien sûr, les États-Unis refusent car ça va torpiller leur soi-disant effort de paix. Mais Ursula von der Leyen continue imperturbable, très focus. La fureur von der Leyen évoque même des garanties européennes en cas de catastrophe. Or, comme l'a souligné le premier ministre belge, qui a quand même une certaine expérience avec le scandale lié au fonds de Kadhafi et au Congo, la catastrophe est précisément ce qui est en train de se profiler dans leurs actions. Et il a toutes les raisons de s'en inquiéter. Parce que désormais, la Russie a lancé des procédures judiciaires. Et les États européens feraient bien de se préparer aux conséquences très lourdes qui vont leur tomber dessus. La Banque centrale russe a déjà saisi le tribunal d'arbitrage de Moscou contre Euroclear, l'organisation chargée de conserver ses actifs, afin d'obtenir des réparations financières. Cette action cible directement un maillon essentiel du système financier européen et la pression ne fait que commencer. Revenons maintenant aux citoyens européens, parce qu'ils sont coincés dans ce bloc de plus en plus autoritaire. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Pays-Bas pourraient devoir payer 13,4 milliards d'euros si le plan échoue, soit environ 1600 euros par foyer. L'Allemagne, elle, serait exposée à 51,3 milliards d'euros. Avec environ 41 millions de foyers, ça représente environ 1250 euros par ménage allemand. Autrement dit, les citoyens se retrouvent à payer de leur poche, de leur propre poche, un plan qu'ils n'ont jamais validé. Un vol organisé par leurs élites. Un crime en col blanc dont la facture est directement refilée à la population. C'est jamais les dirigeants qui payent. Cette méthode révèle tout simplement de la folie pure. Tout comme l'absence totale de vision de la paix chez les dirigeants européens tels que von der Leyen, Mark Rutte ou Kaja Kallas. En règle générale, une guerre se termine par une victoire ou une défaite. Et même quand la paix est déséquilibrée, elle reste quand même indispensable. L'histoire l'a montré. Après la première guerre tribale, l'Allemagne s'est vue imposer des réparations qui ont plongé le pays dans la misère. Cette humiliation a nourri le ressentiment qui a servi de carburant à leur seconde guerre tribale, avec le tristement célèbre traité de Versailles. Et pourtant, l'Europe semble vouloir répéter exactement la même erreur. Je dis exactement la même, net. Les dirigeants les plus radicalisés traitent Poutine de psychopathe, de fou incontrôlable ou encore de nouveau moustachu. Ce qui est terrible, c'est que parmi les dirigeants qui traitent Poutine de nouveau moustachu, il y a le chancelier Friedrich Merz, dont le grand-père était nazi. L'ironie. Dans la tête des trois mousquetaires, Merz, Kershammer et Macron, leur mantra est clair. L'essentiel, c'est que la Russie ne gagne pas. Point. Ce discours martelé jour après jour dans les journaux télévisés et les talk shows, notamment autour de la nécessité de militariser l'Europe, a été résumé sans détour par celui qui mérite la palme du mensonge alarmiste. Patron de l'OTAN en personne, nous avons Mark Rutte. Acclamations et applaudissements. Dans la dérive de l'Union européenne vers le totalitarisme, la Grèce n'était qu'un avertissement. Parce qu'on a un cas de figure comme ça. On a eu des millions de citoyens qui ont perdu leur emploi et leur revenu. La crise de la dette grecque a éclaté en mai 2010. Et depuis, les exemples se sont multipliés. Violation des droits fondamentaux pendant le confinement en 2020. Suspension des libertés au nom de l'urgence. Élections annulées en Roumanie parce que les résultats ne plaisaient pas à Bruxelles. La Serbie et la Hongrie vivent sous la menace de la révolution de couleur. Tandis que la Moldavie et la Transnistrie avancent dans la même direction avec pour objectif évident d'affaiblir la Russie. L'Union européenne est ainsi passée d'une structure prétendument démocratique à un système autoritaire assumé. Ils ne font même plus les faux semblants. Les traités deviennent optionnels et l'unanimité disparaît quand ça dérange. Les pays récalcitrants subissent soit le traitement hongrois, c'est-à-dire le blocage des fonds européens, soit alors le traitement belge. Pression, chantage et coercition avec l'utilisation de l'article 122 pour imposer le gel des avoirs russes. Quand les règles ne s'appliquent plus à ceux qui les écrivent, qu'est-ce qu'il reste de cet ordre fondé sur les règles? Absolument rien. Et j'insiste dessus, ils n'ont jamais respecté les règles. Même Emmanuel Macron le disait, il ne faut pas respecter les règles. Donc c'est dans leur culture, dans leurs principes, dans leur ancrage, dans leur système de politique, ne jamais respecter les règles. Parce que la seule chose qui compte, c'est gagner. Et ne croyez pas ceux qui vous diront... Ce sont les règles du jeu. On ne remet pas en cause les règles du jeu, c'est toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, il faut suivre les règles. Non, ça, c'est de la connerie. Pour Kirill Dmitriev, la décision de geler les avoirs russes sans limite de temps
va produire des effets bien plus graves que de simples bêtises administratives. Et il n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. Les premiers ministres hongrois et slovaques, Viktor Orban et Robert Fico, s'y opposent ouvertement, eux aussi fermement, dénonçant une attaque frontale contre l'état de droit et refusant catégoriquement de financer la machine de guerre ukrainienne. Kirill Dmitriev, le représentant spécial du président russe et le directeur du Fonds russe d'investissement direct, a insisté sur la gravité extrême des conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur l'Union européenne. L'Europe s'exposerait à des dégâts encore plus lourds que ceux déjà causés par la censure généralisée et la fameuse stupidité bureaucratique bruxelloise. Une liste déjà bien chargée, mais visiblement pas suffisante pour calmer Bruxelles. Dmitriev réagissait à une publication du premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a écrit sur X qu'un gel permanent des actifs russes décidé par le Conseil de l'Union européenne va provoquer des dommages irréversibles sur l'Union européenne. Pour Orban, la décision prise marque ni plus ni moins que la fin de l'état de droit au sein de l'Union européenne. Parce que selon lui, les dirigeants européens se placent désormais au-dessus des lois. Au lieu de faire respecter les traités européens, la Commission européenne viole elle-même le droit européen de manière systématique. C'est ce qu'il a dénoncé. Avant de conclure sans détour que l'état de droit est remplacé par le pouvoir des bureaucrates. En clair, une dictature bruxelloise est en train de s'installer. Le premier ministre slovaque Robert Fico a lui aussi refusé de soutenir cette décision. Son message est encore plus brutal. Si pour l'Europe occidentale, la vie d'un Russe ou d'un Ukrainien ne vaut rien, alors il ne veut pas faire partie de cette Europe occidentale. C'est une manière déjà détournée de dire que même si on le chasse, il n'a pas de problème. Il rajoute avoir prévenu Antonio Costa que même s'il fallait rester enfermé à Bruxelles jusqu'au nouvel an, il ne va soutenir aucune mesure destinée à financer les dépenses militaires ukrainiennes. Autrement dit, pas un euro, pas un centime, il ne va rien payer. Du côté de Bruxelles, en revanche, l'échec du plan d'expropriation serait vécu comme un désastre absolu. Selon Reuters, les dirigeants européens considèrent que l'échec du projet visant à saisir les actifs russes, déguisés sous l'appellation de crédit de réparation, serait une catastrophe à la fois pour l'Union européenne et pour l'Ukraine. Ce sujet devait être abordé lors du sommet européen le 18 et 19 décembre 2025. On aura plus d'informations dans les prochains jours. Mais en résumé, l'Europe est en train d'avancer à l'aveugle. Certains dirigeants parlent déjà de dictature bureaucratique. Les tribunaux sont en train d'activement se préparer, les avocats et tout l'appareil juridique là. Et la facture menace de tomber sur les citoyens européens. Le tout au nom d'un ordre fondé sur les règles qui manifestement ne s'appliquent plus à ceux qui ont écrit ces règles-là. Enfin, ne s'appliquent pas à ceux qui ont écrit ces règles. C'est mieux de correctement formuler les choses. Maria Zakharova a réagi avec une fermeté totale à la décision européenne de geler les avoirs russes sans limite de temps. Elle a qualifié cette mesure d'acte totalement illégal, parlant sans détour de vol pur et simple et dénonçant une politique absurde, dictée à la fois par la russophobie et par les graves difficultés économiques que traverse aujourd'hui l'Union européenne. Et oui, il faut le savoir. L'Union européenne est aujourd'hui dans une telle crise qu'il voit en réalité dans le vol de cet argent un moyen de se sauver. Et j'insiste encore que l'Occident a toujours agi ainsi. Ils volent, sont des pillards, point à la ligne. Moscou l'assure. Cette violation flagrante du droit international ne restera pas sans réponse. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, décider du sort des avoirs souverains russes sans l'accord de la Russie, qu'il s'agisse de gel illimité, d'une saisie directe ou d'une tentative de maquiller la confiscation en prétendu crédit de réparation, tout ça constitue une atteinte grossière au droit international. Le 13 décembre, Maria Zakharova a été claire. Peu importe l'emballage juridique inventé par Bruxelles, on parle d'un vol. Elle a ensuite souligné que l'absence totale de logique dans cette politique de l'Union européenne envers la Russie ne date pas d'hier. Selon elle, la stratégie européenne visant à nuire à Moscou a surtout produit des résultats très concrets. Un désastre économique pour l'Union européenne elle-même. Vraiment, un résultat hyper concret. On pourrait croire, dit-elle, en substance, que Bruxelles va finir par reprendre ses esprits. Mais non, aucun signe d'apaisement à l'horizon, rien. Les dirigeants actuels de l'Union européenne restent, pour la plupart, obsédés par la russophobie, animés par une volonté presque maladive de nuire aux intérêts russes dans tous les domaines et sur toutes les scènes, y compris là où l'Union européenne n'a objectivement rien à faire. Elle a également affirmé que Bruxelles dissimule soigneusement une réalité dérangeante.
Ce sont les citoyens européens qui vont finir par payer la note de ses ambitions politiques. Et elle l'a rassuré sans détour, la réponse de la Russie est déjà en marche. Un peu comme Dmitri Peskov l'a aussi dit. Zakharov a averti aussi que les dégâts causés par cette décision au système financier européen, à son économie et à sa réputation internationale seront impossibles à réparer. Parce que dans les relations internationales, rappelle-t-elle, ce genre de crime ne reste jamais sans conséquence. Aucun autre pays ne pourra plus faire confiance aux banques occidentales. Tout le monde va rapidement vouloir retirer son argent parce que dès que vous avez un problème avec eux, ils ne respectent plus aucune règle. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Beaucoup expliquent que c'est le début de la fin pour l'Europe. Moi, je pense que ça a commencé depuis un certain moment, ce déclin déjà. Donc, j'attends vos avis et on se retrouve une prochaine fois.